Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur votre plateau pour une nouvelle semaine, toujours pour parler d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va faire un petit point économique. Vous êtes au courant de la situation. Vous savez que la Martinique a été reconfinée. Vous savez que pas mal de départements en France hexagonale ont été reconfinés puisque la France est totalement confinée de toutes les façons. Donc, on va faire un point sur cette situation et surtout sur la situation économique de notre département. Mais avant de faire ce point, nous allons vous présenter le prompt que nous avons choisi pour vous cette semaine. Il s'agit d'une jeune femme, ça va s'afficher tout de suite, qui s'appelle Flora Labrana. Donc Flora est une jeune Guadeloupéenne bouillantaise, évidemment, qui s'est lancée dans l'aventure du commerce pour subvenir à ses besoins en complément de ses études et pour faciliter ses lettres d'anglais. Elle a réalisé que le poste d'animatrice commerciale qu'elle occupait lui apportait beaucoup de satisfaction personnelle et elle a donné des cours de Shakespeare dans la bonne humeur et c'est là qu'elle a commencé un petit peu puisqu'elle était en contrat en CDD puis ensuite elle est passée en CDI et c'est ce qui l'a poussée à devenir manager. Mais on lui avait indiqué qu'elle était trop jeune. Donc cette jeune femme à qui on a dit qu'elle était trop jeune a décidé, justement parce qu'on lui a dit qu'elle était trop jeune pour le faire, de réaliser un BTS de management des unités commerciales. Elle a ensuite fait une licence en responsable de développement commercial, puis un master européen management, commerce et entrepreneuriat. Et c'est ainsi que cette jeune femme a été faire de l'alternance dans les entreprises de luxe. Elle a travaillé avec des marques internationales et des grandes firmes que l'on connaît bien, telles que Orange, Nobel Bicard, Caisse primaire d'assurance maladie. Et aujourd'hui, cette jeune demoiselle a décidé de se lancer et d'ouvrir sa propre entreprise. Donc, elle est manager marketing communication et elle aide les entrepreneurs. Et je vous invite à vous rapprocher d'elle sur les réseaux sociaux. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut, que ce soit dans la communication, dans le coaching, dans l'image et vraiment toute autre chose qui peut vous aider et dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle. Donc elle fait aussi le coaching avec le mari, les enfants et tout ce qu'il faut. Donc c'est en présentation de cette jeune femme, de cette jeune entrepreneur que nous vous présentons la phrase de Tony Jazz qui nous a été envoyée cette semaine. Tony Jazz qu'on ne présente plus, vous savez que c'est le Guadeloupéen qui a participé à la campagne de Barack Obama et cette semaine il nous dit « Apprenez d'abord à vous connaître, embrassez vos faiblesses et acceptez-vous tel que vous êtes ». Et là, avec la crise économique que nous connaissons, il est très important que nous puissions connaître nos faiblesses afin de pouvoir les surmonter. Donc nous avons deux intervenants cet après-midi que vous connaissez assez bien. Donc déjà monsieur Willy Ramsamy avec qui on a mis en place tout le suivi du Covid-19 cette année. Et nous avons monsieur Ludovic de Gaillande qui est le directeur de la DIEC de Guadeloupe et qui est venu pour nous qui est venu pour nous faire un point sur la situation de nos départements et sur tout ce qui concerne le chômage partiel. Alors bonsoir messieurs. Merci d'être venu cet après-midi. Il n'y a pas de madame. Madame, comme je dis souvent, c'est ma maman. Vous pouvez m'appeler Sabine, il n'y a pas de problème. Alors, comment ça se passe dans notre département? Est-ce que vous pouvez nous faire un point de situation? Qui veut commencer? Allez-y, monsieur de Gaillard. Comme je sais que vous avez beaucoup de choses à dire en plus pour le chômage partiel. Oui, donc la situation en Guadeloupe sur la partie économique est évidemment toujours très tendue. On a constaté, nous, en un mois, qu'il y a une forte remontée des demandes d'activité partielle, donc c'est symptomatique. On était descendu jusqu'à 700 entreprises qui étaient en activité partielle. Nous sommes remontés maintenant à 1600 entreprises, donc c'est assez conséquent, bien sûr. Et 16 000 salariés sur l'ensemble, Guadeloupe et Île-du-Nord. Donc ça veut dire qu'il y a à nouveau beaucoup d'entreprises qui n'arrivent pas à proposer suffisamment d'activités à leurs salariés pour qu'ils soient en totalité au travail. Donc c'est un signe que l'activité malheureusement ralentit à nouveau. Alors il y a eu bien sûr cet épisode court, mais cet épisode où il y a eu des interdictions d'ouverture. Ça a rouvert assez rapidement avec des contraintes en revanche sur les horaires. Donc ça aussi, bien sûr, ça a pesé. Mais au-delà de ça, puisque ça a concerné seulement une partie d'entreprise, moi je constate que
Les entreprises qui continuent à nous faire des demandes ne sont pas uniquement dans le domaine de l'hébergement et de la restauration, beaucoup aussi dans le commerce, mais encore plus dans le domaine des activités de conseil. Les activités de conseil, bien sûr, à partir du moment où les entreprises qui sont clientes ne travaillent pas, elles n'ont elles-mêmes plus de travail. Et quand ça ralentit aussi du côté des pouvoirs publics, c'est toute une activité qui chute fortement. Donc la partie conseil est fortement impactée. Globalement, la partie tertiaire, bien sûr, mais bon, de toute façon, c'est normal, c'est 80% de notre tissu. Mais donc voilà, moi, parmi les indicateurs que nous avons, on voit bien que ça montre qu'il y a encore de grosses difficultés. Et de la même manière, quand on voit comment continuent à être mobilisés les autres dispositifs d'aide, ça montre bien qu'il y a toujours besoin d'être accompagné pour pouvoir continuer à rester ouvert et surtout à pouvoir rester ouvert tout en étant rentable. C'est ça la grosse difficulté. C'est que beaucoup ont ouvert, mais avec une rentabilité pas garantie, voire des pertes tous les mois, ce qui ne peut pas durer pendant trop de temps. D'accord, merci pour ce point économique, Monsieur Ramsamy. Il y a par ailleurs plein d'autres entreprises qui s'en sortent très bien, quoi qu'il en soit. Ça, moi, je bien. vous parle de celles que l'on accompagne, mais heureusement qu'il y a beaucoup d'entreprises, et j'y reviendrai après, parce qu'il y a des dispositifs qui sont faits pour celles qui se développent, mais qui heureusement s'en sortent bien dans ce contexte particulièrement anxiogène. D'accord. Monsieur Ramsamy, est-ce que vous pouvez nous faire un point? Qu'est-ce que vous constatez? Oui, en fait, le constat que nous faisons à la Chambre des métiers de l'artisanat de région, c'est le même que celui que vient faire l'État. C'est vrai que la situation économique n'est pas repartie encore dans ce département, même si nous ne sommes pas confinés. C'est vrai que la crise sanitaire que nous avons vécue laisse les entreprises exemptes financièrement. Je crois que c'est le ministère de l'économie qui disait que pour l'outre-mer, c'est près de 400 millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses des entreprises. Ces sommes qui ne sont pas rentrées ne vont pas rentrer. Les charges vont malheureusement continuer à courir et donc sont venues rogner les marges des entreprises. Et aujourd'hui, quand on sait que structurellement, les difficultés que vivent nos entreprises, quand on sait la création de richesses des entreprises artisanales, c'est vrai que les entreprises vivent encore plus mal cette absence d'activité. Et d'autant plus que c'est vrai qu'il y a eu des dispositifs qui ont été mis en place, mais qui sont amenés à disparaître, en tout cas à être réformés. Et donc c'est vrai que dans cette situation d'incertitude, le monde économique n'aime pas l'incertitude, les entreprises n'ont pas de visibilité sur le plan sanitaire, mais sur le plan économique, sur le plan social. Et ces incertitudes freinent les anticipations des chefs d'entreprise et sont de nature à créer des difficultés que nous ne pouvons qu'entrevoir maintenant. D'accord. Alors, on va faire un point sur le chômage partiel. Est-ce que vous pouvez nous dire où on en est aujourd'hui et quelles sont les choses qui ont été modifiées, quels sont les accompagnements qui sont mis en place maintenant pour les entrepreneurs? Oui. Effectivement, les derniers décrets sont sortis fin octobre, le 30 octobre, et donc ça vient stabiliser la situation qui était... on savait qu'il allait y avoir des changements. Le gouvernement a décidé de reporter les changements les plus durs au 1er janvier, donc je vais y revenir. Maintenant, on a une meilleure vision de ce que va être l'activité partielle pour les 2 mois qui viennent, le reste de cette année 2020, et à partir de 2021. Alors vous l'avez vu, vous le constatez, je dirais, quasiment toutes les semaines. Le gouvernement réagit très très vite sur les situations et avec des nouvelles mesures. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, peut-être sera revu en fin d'année. En attendant, ce que je vais vous annoncer qui montre qu'il y a une volonté de pousser la reprise des entreprises. Peut-être qu'il y aura encore du changement, je ne sais pas. Pour l'instant, on a bien sûr tout le monde alerté, le gouvernement et nos ministères sur les risques qu'il y a à partir de 2021 dans la mesure où la saison touristique ne sera pas au rendez-vous. Surtout le carnaval, on va en parler tout à l'heure. Noël, on aura peut-être perdu Noël. Et le carnaval, c'est une grosse manne financière quand même qui rentre dans le département. Donc on va en parler tout à l'heure. Oui. Donc alors les changements principaux sur l'activité partielle. Le principal changement porte, alors jusqu'à la fin de l'année, c'est maintien de ce qui existait depuis le mois de juin, c'est-à-dire 70% pour les entreprises qui sont dans les secteurs qu'on appelle protégés, je ne vais pas y revenir, tourisme, commerce,
tourisme, Sport, hébergement, culture. sport, culture, événementiel. Transport aérien. Et puis toutes les activités annexes à ces activités touristiques. D'ailleurs, l'annexe 2 a été revue. Par exemple, il y a dorénavant, depuis ce décret, les entreprises de nettoyage, les entreprises de sécurité qui ont été rajoutées dans l'annexe 2, compte tenu qu'à partir du moment où elles sont liées à ces activités qui chutent. Donc voilà, et puis il y a eu une adaptation aussi pour les transports, c'était uniquement les bus, les cars et bus touristiques. Dorénavant, c'est le transport terrestre, avec une formulation que j'ai plus en tête, mais qui s'est élargie là aussi. Ça ne se limite pas au touristique, donc ça c'est très bien aussi pour les entreprises de transport qui vont pouvoir bénéficier de ce bonus entre guillemets jusqu'à la fin de l'année. Donc quand on est dans les secteurs protégés, 70%, ce qui veut dire zéro reste à charge pour l'entreprise, puisque l'entreprise elle-même doit 70% aux salariés. Donc si on prend en charge 70%, zéro reste à charge. Pour les entreprises qui ne sont pas dans les secteurs protégés, là en revanche c'est 60%, avec toujours la même indemnisation à verser aux salariés. Donc il y a un reste à charge pour l'entreprise qui est de 14,3% environ. Donc ça reste identique par rapport à ce que j'avais évoqué la dernière fois. Ça devait changer au 1er novembre, ça a été repoussé au 1er janvier compte tenu malheureusement des annonces de reconfinement qui ont été faites et de couvre-feu. Donc ça, c'est jusqu'au 31 décembre. Jusqu'au 31 décembre. À partir du 1er janvier, pour l'activité partielle de droit commun, le dispositif va fortement être modifié, puisque pour le salarié, ce sera une indemnisation qui va passer de 70 à 60% de sa rémunération brute, toujours plafonnée à 4,5 SMIC, et toujours aussi avec un plancher à 8,03 euros. Et donc l'allocation versée à l'entreprise, elle, va représenter dorénavant 36%. D'accord. Au lieu de 60% ou 70% selon les secteurs. 36%, ça veut dire 36% de 60%, ça veut dire qu'il y aura un reste à charge de 40% pour les entreprises à partir tout secteur. On ne parle plus de secteur protégé ou de secteur confondu. Tout secteur confondu. Le régime de droit commun serait unique avec une aide de 36% de la rémunération brute du salarié, donc représentant donc 60% de ce que doit payer l'entreprise en indemnisation aux salariés. Résultat, un reste à charge de 40%. Donc c'est évidemment conséquent, en particulier pour des entreprises qui seraient encore fortement touchées avec beaucoup d'activités partielles et des recettes minimes ou qui n'existent pas pour certaines. Donc là, ça va être compliqué. D'où l'importance de passer au dispositif qu'on appelle d'activité partielle de longue durée, qui a été instauré au mois de juillet et qui, lui, permet de garder un taux d'aide supérieur. Le taux d'aide de l'activité partielle de longue durée est le même jusqu'à la fin de l'année que celui des autres régimes, 60 et 70%. En revanche, il passera à 60% pour toutes les entreprises à partir du 1er janvier. 60% à comparer aux 36%. Donc ça veut dire que pour l'activité partielle de longue durée, il y aura un reste à charge de 14,3%, tandis que ce sera 40%, comme je l'ai dit, pour l'activité partielle de droit commun. D'où l'importance et l'intérêt d'aller vers cette activité partielle de longue durée à partir du moment où on sait qu'on va être impacté pour du long terme. Et il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans le tourisme bien sûr, l'événementiel bien sûr, qui ont commencé à faire qui vont continuer à être impactées très fortement sur une durée importante. Est-ce que les gens qui ont déjà fait la demande d'activité là peuvent passer en partiel? Ça se passe comment? Peuvent passer en longue durée. Passer en longue durée, oui. Oui, tout à fait. D'ailleurs, les entreprises qui m'appellent, moi je les incite pas à se précipiter sur la longue durée. D'abord, la longue durée, il y a quand même certaines conditions à remplir. La première, tout d'abord, c'est qu'il faut un accord d'entreprise. Ou alors un document unilatéral s'il y a un accord de branche qui a été passé au niveau national. Or aujourd'hui il n'y a que 3 accords de branche qui ont été validés. C'est lesquels? Je suppose. Pardon? Le tourisme Non, pas encore. Le premier qui est passé, c'est l'UIMM, donc c'est la métallurgie. Le second, ça a été le Syntec, donc tout ce qui est conseil et ingénierie. Et le troisième, c'est la partie dans la distribution de boissons. Et il y en a un grand nombre qui sont en cours, mais qui ne sont pas validés, qui sont toujours en négociation ou en arbitrage interne au sein des syndicats concernés, ou alors
en arbitrage pour la validation au niveau de mon ministère. Donc uniquement 3. Ce qui veut dire que si on veut au 1er janvier avoir un accord, il vaut mieux s'y préparer assez rapidement. Ça prend un petit peu de temps de passer un accord avec les syndicats ou même avec les salariés directement quand il n'y a pas de syndicat. Parce que ça, cet accord d'entreprise, il est obligatoire quelle que soit la taille de l'entreprise. Le document unilatéral, ce n'est pas une question de taille d'entreprise, c'est uniquement s'il y a eu un accord de branche. Donc il faut faire assez vite, mais c'est fait pour tout type d'entreprise et toute taille d'entreprise, cet accord de longue durée, cette activité partielle de longue durée. Il ne faut pas croire que ça se limite ou que c'est uniquement pour les grandes entreprises. Oui, parce que là, les gens qui sont dans le tourisme, ils doivent se dire, mais attendez, nous, depuis le temps qu'on n'a pas travaillé, on ne sait pas quand est-ce qu'on reprend. Exactement. Donc c'est vraiment fait pour eux. La particularité, en revanche, c'est qu'il y a des engagements à prendre, des engagements sur le maintien de l'emploi à l'issue de l'activité partielle, et par ailleurs sur la formation des salariés pendant cette activité ou cette inactivité de longue durée. L'autre point important, c'est que l'engagement doit être pris de limiter l'activité partielle à 40% des heures de travail des salariés. Alors 40% pour une entreprise qui n'a pas du tout d'activité, elle va me dire mais ça ne marche pas, ça ne m'intéresse pas ce dispositif, parce que moi je suis à 100% d'inactivité pour mes salariés. En fait, c'est un système, 40%, c'est un taux moyen sur la durée de l'accord. Donc le mieux est de prendre un accord sur une durée longue, de 2 ans, minimum d'1 an, de manière à pouvoir ensuite lisser avec une progression de sortie de l'activité partielle sur la durée, de manière à pouvoir réussir à limiter l'activité partielle à 40%. Exceptionnellement à 50%, si les justificatifs sont satisfaisants, c'est à nous de décider, et s'il y a un accord d'entreprise. Donc 40, 50% grand maximum exceptionnellement, mais normalement 40%. Donc ce qui va se passer, on sait très bien, c'est que pendant quelques mois, les premiers mois de 2021, ce sera de l'activité partielle à 100% pour celles qui n'ont pas d'activité, et petit à petit, elles vont augmenter. Admettons, pendant 6 mois, ça va être du 100% pour certaines qui vraiment sont très touchées. En juillet-août, ça va repartir pour... voilà, et donc elles vont monter un petit peu. Et après, c'est à elles de faire une planification la plus cohérente possible par rapport à ce que l'on a comme visibilité sur l'avenir, ce qui est évidemment pas terrible en ce moment, soyons clairs, mais il faut faire des paris sur l'avenir dans cet accord d'entreprise pour pouvoir essayer de voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir sur le long terme. Nous, l'intérêt, c'est que si l'entreprise arrive à bien spécifier non seulement le contexte actuel, mais aussi ses perspectives et nous donner des indicateurs, on a la possibilité de ne pas demander le remboursement de l'activité partielle si l'entreprise ne pouvait pas respecter ses engagements à la fin de l'activité partielle. Par exemple, si elle est obligée de passer à un plan social ou de passer à des licenciements, un ou des licenciements sur les personnes concernées à la fin de l'activité partielle, on pourra tenir compte du fait que les indicateurs de reprise économique ne sont pas réalisés et que de ce fait, on ne peut pas lui reprocher et lui imposer de ne pas licencier, alors que quand elle a pris cet engagement, c'était dans un contexte de reprise favorable d'activité à terme. Voilà, donc l'activité partielle de longue durée, si on veut bénéficier d'un taux supérieur, je pense qu'il faut le regarder de très près. En revanche, ça se négocie préalablement. Et ça, nous, on a 15 jours pour pouvoir donner un accord une fois qu'on a reçu l'accord. L'accord d'entreprise donc à partir de là, il y a intérêt à s'y prendre suffisamment tôt quand même pour pouvoir réussir à mettre ça en place à partir du 1er janvier ou un petit peu en décalé. Mais encore une fois, si les textes restaient en l'état, 40% de reste à charge pour une entreprise, ça va être conséquent à partir du 1er janvier. D'où l'importance d'essayer de passer sur cette APLD à partir du moment où on sait qu'on n'est pas sorti de cette situation difficile avant une bonne année. Encore une fois, sortir de la situation, c'est reprendre une activité normale. Donc on sait que ça va durer, malheureusement, même si ça s'améliore, même si la situation sanitaire nous lâchait enfin, dans quelques mois, même si le vaccin arrive, ça va prendre encore énormément de temps. Oui, parce qu'il faut le flux de la clientèle et le mouvement de circulation. Exactement. Alors, plan de relance, si vous pouvez nous dire un mot sur les plans de relance. Oui, alors je ferai une focale. Alors le plan de relance, il est très très large. Vous savez, il y a une centaine de mesures. Si on prend l'ensemble du plan de relance national,
je ne vais pas passer tout ça en revue, il y aurait beaucoup trop de choses. En revanche, je voulais faire une focale sur le plan de relance au bénéfice des jeunes. Un jeune, une solution, qui a été lancé il y a un peu plus d'un mois par le gouvernement. Aujourd'hui, pendant que je suis ici, le préfet fait une réunion d'information avec le président du conseil régional sur ce sujet. On a la chance d'avoir une complémentarité entre les actions de l'État et les actions du conseil régional au bénéfice des jeunes. Les jeunes risquent d'être ceux qui vont payer le plus lourd tribut à la crise, dans la mesure où ils n'ont pas d'expérience, où ils sortent juste de leurs études, ils sont en train en plus de chercher leur voie et ils se retrouvent avec un manque de débouchés assez terrible pour eux, dans une période dont ils n'identifient pas la durée. Donc il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place depuis quelques mois. La première dont je voudrais parler, c'est l'alternance, les aides exceptionnelles au soutien de l'alternance. Ça, a priori, ça fonctionne bien. Alors on attend de voir les contrats signés quand même, mais quand on discute avec les CFA, il y a beaucoup de demandes, donc c'est une bonne chose. Parce que les aides que l'on apporte pour cette première année, c'est une aide de 5 000 € pour les apprentis mineurs, ou ceux qui bénéficient de contrats de professionnalisation, ce sont les mêmes aides, et de 8 000 € pour les apprentis majeurs. Pour la première année. On a déjà parlé ici. Ouais. Voilà, donc c'est vraiment une aide très importante. Elle, a priori, fonctionne bien, j'espère. En tout cas, il y a beaucoup de demandes. Il y a encore quand même des entreprises qui ne trouvent pas de jeunes dans certains secteurs et vice-versa, des jeunes qui ne trouvent pas d'entreprise. Oui, mais on a mis en place justement, parce que c'est quelque chose que vous faites aussi avec la Chambre des métiers, on a mis en place avec eux, ils passent régulièrement pour qu'ils puissent trouver les jeunes et les entreprises. Donc ça, c'est vrai que c'est un plan qui fonctionne. Ça, c'est la première aide, elle est fondamentale et en plus, on sait que l'apprentissage, c'est ce qui marche le mieux en termes d'insertion à l'issue des études. Franchement, c'est un très très bon outil où l'entreprise réussit comme ça à former selon ses besoins les intéressés. Le deuxième dispositif qui a été créé tout récemment, c'est l'aide à l'embauche des jeunes. C'est une aide de 4 000 € qui a été créée il y a peu de temps. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, et puis tout ça est mis dans un document que je vous ai laissé, qui sera mis sur les réseaux sociaux. Je crois, sur vos réseaux sociaux. Donc je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de tous ces dispositifs, mais cette aide est importante parce qu'elle n'est pas liée à un profil de jeune. Ce n'est pas un jeune qui est très éloigné de l'emploi, comme pour les aides sur lesquelles je reviendrai du PEC et du CIE. Ce n'est pas un jeune qui est résident dans un QPV, comme l'emploi franc plus, qui est le quatrième dispositif dont je parlerai. Donc c'est plus libre pour l'entreprise. Il y a quelques contraintes. Il ne faut pas avoir licencié depuis le début de l'année sur le poste pour lequel l'entreprise demande une aide. Mais après, ça ne peut pas être non plus... C'est une nouvelle embauche. Donc c'est pas pour quelqu'un qui est déjà dans l'entreprise en CDD et dont on continuera le CDD. En revanche, ça peut s'appliquer à des jeunes qui finissent leur contrat d'apprentissage. À la fin du contrat d'apprentissage, on veut le garder. Cette aide s'applique, donc c'est quand même particulièrement intéressant. Pareil pour les aides du type CIE ou CAE. À l'issue de ces aides de l'État, on peut passer à cette aide-là. On considère que c'est une nouvelle embauche compte tenu qu'on sort des dispositifs habituels. Elle n'est pas cumulable, mais elle peut succéder à ces dispositifs. Donc cette aide est particulièrement intéressante, 4 000 € sur la première année. Sur la première année. Et donc là, c'est une aide qu'on va essayer de promouvoir assez fortement parce qu'elle a été ouverte au mois d'octobre et c'est ce mois-ci là que l'ASP commence à instruire les demandes qu'elle a déjà reçues. D'accord. Et un point sur le fonds de solidarité ? Oui, alors je voulais juste parler si vous voulez bien, de 3 autres dispositifs, mais très vite. Il y en a un, c'est le PEC, c'est le parcours emploi-compétences, qui est pour le secteur non marchand. Donc pour ce qui concerne les entreprises et pour les associations, qui sont elles-mêmes des entreprises d'une nature particulière. Donc là, on a monté le taux d'aide à 65% au lieu de 55%. Donc c'est important, c'est un outil fort aussi pour les jeunes. Et le CIE, lui, c'est pour le secteur marchand qu'il est mis en œuvre et on a monté le taux d'aide de 32% à 47%. C'est bien. Donc là aussi, c'est particulièrement incitatif. Pour l'instant, il n'y a pas un engouement majeur parce que le contexte ne favorise pas les embauches avec, comme le disait Willy, un manque de visibilité. On sait, quand on n'a pas de visibilité,
on n'embauche pas. C'est pour ça qu'on met en place toutes ces aides. C'est pour essayer de faciliter, propulser, faciliter et puis minimiser les coûts pour l'entreprise. Dernier dispositif, et puis je m'arrêterai là, mais sur les aides au recrutement, c'est important. C'est vraiment pour nous un axe majeur du plan de soutien pour les jeunes. C'est l'emploi franc plus, qui lui aussi a été revu. L'emploi franc existe déjà depuis 2018 pour les jeunes, pour les personnes qui sont issues des quartiers de politique de la ville. N'importe quelle entreprise, même si elle n'est pas en quartier de politique de la ville, peut en bénéficier, mais la personne doit en être issue. Donc pour les jeunes, on va passer à 2 000 euros de plus, donc de 15 000 à 17 000 euros pour les CDI, et de 3 000 euros de plus pour les CDD. On va passer de 5 000 à 8 000 euros d'aide. Vous voyez, c'est là aussi incitatif et assez conséquent pour essayer de favoriser l'intégration des jeunes qui sortent de leurs études. D'accord. Le fonds de solidarité. Alors, fonds de solidarité, lui aussi, il y a eu des changements. Alors, c'est pas ma spécialité, le fonds de solidarité. Donc, je ne vais pas vous faire un cours là-dessus. Les textes ont été, là aussi, fortement changés depuis les annonces de confinement. Alors, la Guadeloupe n'étant pas dans la zone de couvre-feu telle qu'elle a été définie, ce sont des types d'aides différentes qui s'appliquent pour nous. Notamment jusqu'à 70% de perte de chiffre d'affaires, c'est l'aide de 1 500 euros qui va s'appliquer pour les entreprises. Au-delà de 70%, effectivement, là on aura une aide qui peut aller jusqu'à 10 000 euros, qui va être maintenue pour les entreprises fortement impactées. Donc on va jusqu'à 50 salariés dorénavant, donc c'est quand même on a remonté encore le niveau le profil des entreprises qui peuvent en bénéficier. Je vous le fais très très ramasser parce qu'il y a énormément de cas de figure en fonction si on appartient à l'annexe 1 ou à l'annexe 2, ce que j'évoquais tout à l'heure, des entreprises protégées, en fonction de zonage, en fonction d'entreprises qui sont arrêtées ou pas arrêtées, parce qu'il y a quand même chez nous des entreprises qui sont arrêtées, même si on n'est pas en couvre-feu, en confinement. On a bien sûr les bars, on a bien sûr les discothèques qui continuent à être aidées avec ce dispositif-là et qui, elles, chez nous, indépendamment des pertes de chiffre d'affaires, sont systématiquement, bénéficient plus facilement de ces dispositifs. Les 10 000 euros, c'est des plafonds, c'est en fonction de, grosso modo, c'est 333 euros par jour, ce qui donne à peu près 10 000 euros sur le mois. Et c'est un plafond qui est en fonction du chiffre d'affaires qui a été perdu. Voilà, donc il y a un renforcement. On ne sait pas, on vit au jour le jour malheureusement avec ce Covid et en fonction des baisses ou des augmentations de sa diffusion. Pour l'instant, on n'est pas impacté comme la Martinique et l'Hexagone par les fermetures forcées. Cependant, on a tout à fait conscience que fermeture ou pas fermeture, il y a des activités qui ne marchent pas du tout. Et malheureusement, elles sont totalement à l'arrêt sans qu'on ait besoin de leur faire un arrêté de fermeture. Donc ça, pour ces entreprises-là, c'est très compliqué. Mais quand on cumule tous ces dispositifs, l'activité partielle, le fonds de solidarité, le prêt garanti par l'État, c'est les trois plus gros, mais il y en a d'autres aussi, les dispositifs de moratoire ou d'exonération de charges qu'il y a eu pendant la période de confinement total, ce sont autant de mesures qui permettent aux entreprises aujourd'hui de passer le cap. Si la situation devait perdurer, c'est évident que ça deviendra compliqué pour celles qui ne retrouveraient pas un niveau d'activité suffisant pour atteindre leur point de rentabilité. Aujourd'hui, la majorité des entreprises n'ont pas ce point de rentabilité, ce niveau de chiffre d'affaires. Donc voilà, le fonds de solidarité renforcé, lui aussi, maintenu, renouvelé jusqu'à la fin de l'année, avec des dispositions qui s'arrêtent pour certaines à la fin du mois de novembre, pour d'autres continuent jusqu'à la fin de l'année. Mais là, il faudra un petit peu plus de temps pour pouvoir rentrer dans ce détail-là. Mais tout est très bien expliqué sur les différents sites. Dans mon document, j'ai rappelé les sites qui existent. Il y a en plus le guichet unique auquel contribue la Chambre des métiers, même si la porte d'entrée, c'est la CCI. C'est un travail collectif, la CCI et la porte d'entrée. Elle apporte une partie logistique. En revanche, ça se travaille avec l'ensemble des partenaires, et notamment évidemment les autres chambres. Donc là, il faut s'adresser dès qu'on a des difficultés qu'on considère difficiles ou qu'on n'arrive pas à avoir de réponse, y compris pour nous. En général, on est appelé directement par les entreprises où on nous écrit, mais on peut aussi passer par le guichet unique si on souhaite, pour pouvoir après venir nous solliciter et solliciter tous les acteurs qui mettent en œuvre ces différentes mesures.
Et par ailleurs, il y a un numéro, celui-là je ne le connais pas par cœur, ce qui est tout récent, il a été lancé début du mois. Il y a un numéro au niveau national qui est donc ouvert, puisqu'on a un décalage de 8h à 11h, derrière lequel il y a à la fois des personnes des finances et des personnes de la COS, donc de la sécurité sociale. C'est le 0806 000 245. Et là, il y a des personnes très compétentes qui sont là pour faire une information de premier niveau, bien orientée. On ne traite pas les dossiers individuels. C'est pas j'ai un problème de tel type, comment le régler. C'est de l'information qui permet de bien identifier et comprendre si on est éligible à tel ou tel dispositif. D'accord. Donc ça, c'est très complémentaire, du guichet unique. Voilà. On vous mettra le numéro sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous faire un point au niveau de la Chambre des métiers et de l'artisanat sur les différents dispositifs d'accompagnement que vous avez mis en place? Oui, justement, parce que vous parliez à l'instant du plan de relance. La Chambre de métiers, depuis le 11 juin, a présenté à l'État et au service de la collectivité régionale un plan de relance pour l'artisanat. Alors, c'est vrai que les mesures dont vient de parler M. de Guérin, Ludovic, étaient nécessaires pour pallier à l'urgence. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit leurs limites, notamment sur le fonds de solidarité. Surtout parce que les emplois concernés et tout c'est pas forcément ce que c'est vrai qu'elles étaient bienvenues. En tout cas, ces dispositifs étaient bienvenus, ces aides étaient bienvenues. Mais lorsqu'on entend que même lorsque le taux maximal d'aide sur le fonds de solidarité est de 333 € par jour, c'est vrai que pour les entreprises qui ont des frais fixes, des coûts de gestion, c'est beaucoup plus. Et donc, nous avons présenté notre plan de relance avec plusieurs piliers, des mesures fiscales et sociales, des mesures financières et des mesures économiques, notamment d'accompagnement. Et je voulais revenir sur ce que nous considérons comme une mesure qui, dans le contexte actuel, dans le contexte où les entreprises ont été amenées à fermer, suite à la demande de l'État, l'annulation des charges, qui est une demande relayée par la quasi-totalité des fédérations et des confédérations locales et nationales. Parce que c'est certainement peut-être l'élément déclencheur ou le dispositif qui pourrait être le plus pérenne, en tout cas dans le contexte, sur une période nous le demandons pour l'année 2020 et l'année 2021. Et à côté de ça, c'est vrai que nous l'avons dit, ces dispositifs seuls ne suffisent pas. Les entreprises, et singulièrement les entreprises artisanales, qui sont des entreprises humaines, à taille humaine et souvent avec une seule personne, le chef d'entreprise, ont besoin de dispositifs d'accompagnement, ont besoin de connaître les dispositifs qui existent aujourd'hui, parce que nous le constatons aujourd'hui. Malheureusement, certaines n'en ont pas la pleine connaissance aujourd'hui, ou lorsqu'elles rencontrent des difficultés et ne savent pas vers qui se tourner. M. de Guérin a parlé à l'instant du guichet unique. Nous sommes partie prenante du guichet unique, mais nous faisons un travail de médiation et d'intermédiation auprès des artisans et de leurs partenaires, auprès de l'ADIEC. Lorsque un artisan, comme ça nous est arrivé récemment, a des difficultés, n'a pas reçu le paiement de son chômage partiel, il y a une recherche de solutions. Souvent, il s'agit simplement de petits blocages qui peuvent se régler par la discussion, par l'intermédiation, par le contact des partenaires. Nous faisons ce travail. Nous avons accompagné sur les entreprises en difficulté post-Covid presque 2000 entreprises. C'est significatif sur les 17 000 entreprises artisanales de Guadeloupe. Mais au-delà, nous savons que préparer la relance, c'est de construire des dispositifs d'accompagnement pérennes dans le temps. Et c'est en ce sens que pour faire face à la crise et aux demandes du monde entrepreneurial, nous avons réfléchi, réorienté nos dispositifs et singulièrement autour de deux principaux dispositifs que nous lançons ce mois-ci, qui est le DARED, le dispositif d'accompagnement renforcé des entreprises en difficulté, où on porte une solution, en tout cas un appui dans le temps qui peut aller jusqu'à 8 mois aux entreprises pour leur permettre certes de passer la crise, mais de se restructurer, de réorganiser les entreprises, puisque la crise a été aussi révélatrice d'un certain nombre je ne veux pas dire de dysfonctionnements, mais de points améliorés dans nos entreprises et qu'il convient fortement d'améliorer. Et l'autre peut-être carence qu'a montré cette crise, c'est l'insuffisance de digitalisation de nos entreprises. C'est vrai qu'on a vu lorsqu'il a fallu mobiliser le Fonds national de sécurité sociale, le Fonds national de solidarité, les mesures de chômage partiel ou même les mesures régionales d'aide financière, et je pense notamment à l'avance remboursable. C'est sur Internet, c'est par le numérique, c'est par l'informatique. Et on a, en tout cas, on le pressentait, mais on a véritablement constaté une véritable carence de nos entreprises. Et aussi, ça a été un moment de prise de conscience par l'artisan de cette difficulté. Et nous lançons aussi dans un volet d'accompagnement numérique de nos entreprises artisanales à travers deux dispositifs principaux. L'autodiagnostic numérique,
qui permet à l'artisan de se faire son propre diagnostic de ses réalités numériques, de la cohérence de sa stratégie d'entreprise avec sa stratégie numérique, des outils qui seraient utiles qu'il mette en place. Et à partir de cet autodiagnostic, nous mettons en place un dispositif plus poussé d'accompagnement numérique qu'on appelle chez nous le DANEA, le dispositif d'appui numérique des entreprises artisanales, qui là est un véritable plan d'action pour transformer les entreprises, et notamment, puisqu'il y a aussi sur ce domaine, les entreprises ne le savent pas, des dispositifs qui permettent de financer l'équipement numérique, la transformation numérique des entreprises artisanales, et notamment le chèque TIC, qui est un dispositif régional géré par l'ASP et qui serait de bon augure que les entreprises puissent mobiliser. Et c'est notre rôle de les accompagner, de les soutenir dans cette période et de mettre avec eux les outils et les prestations qui permettront de redémarrer, en tout cas d'atténuer la crise que nous subissons actuellement. Comment ça se passe pour le chèque pays? Parce que vous avez mis ça en place aussi? Ah oui, en fait, dans le plan de relance que nous avons proposé à la collectivité régionale, mais aussi aux collectivités communales, aux communes, aux EPCI, effectivement, on s'est rendu compte que les entreprises n'ont pas d'activité, n'ont pas de clients, n'ont pas de chiffre d'affaires, et que c'était peut-être l'occasion de flécher la consommation des clients, des consommateurs guadeloupéens vers les entreprises artisanales. Donc nos élus ont proposé l'établissement de chèques pays qui permettrait notamment aux communes et notamment à travers l'ORCECAS, puisque vous savez que les communes gèrent des budgets conséquents d'accompagnement aux ménages les moins favorisés à travers des bons d'achat. Et ce que nous proposons, c'est que ces bons d'achat soient en fait des bons chèques pays qui, dans le cadre de conventionnement que nous faisons avec les artisans, avec les collectivités, les artisans du territoire, qui permet aux consommateurs donc, d'utiliser ces chèques exclusivement dans des entreprises artisanales de proximité qui permettraient de les aider à retrouver un niveau de chiffre d'affaires conséquent. Et c'est un geste de solidarité à la fois des collectivités, à la fois des clients, des consommateurs, envers les entreprises de proximité, les entreprises artisanales. Ça, c'est génial. C'est vraiment un bon plan, ça. J'espère que c'est quelque chose qui va vraiment bien se développer. Alors, par contre, moi, j'avais une question. Vous savez, pour cette histoire de prêt garanti par l'État, cette histoire de PGE, on a beaucoup incité les gens à faire le prêt, à prendre un prêt parce que ça allait les aider à tout payer. Et aujourd'hui, on leur dit, attention, on est en zone rouge sur la circulation du virus. Donc, on demande aux gens de ne pas trop bouger, de ne pas trop non plus sortir de chez eux, quoi. Donc, est-ce que vous avez des retours sur des gens qui ont fait le PGE et qui commencent quand même à être inquiets parce que malgré le fait qu'ils ont fait le prêt, malheureusement, il n'y a toujours pas de clientèle. Surtout qu'il n'y a pas de touristes en ce moment. Noël, on sait très bien que la période ne va pas redémarrer, comme vous disiez tout à l'heure, comme ça, un coup de main, un claquement de doigts. Et le carnaval, il ne faut pas trop compter dessus pour faire du chiffre, alors que les autres années, c'est quand même une grosse manne d'argent. Hein. Ça ramène quand même pas mal d'argent, le carnaval. Donc, est-ce que vous avez des retours par rapport à ce fameux prêt? En tout cas, oui, clairement. Parce qu'il faut le rembourser, hein, c'est de l'argent que les gens doivent rembourser maintenant. Le PGE, c'était un prêt garanti par l'État qui permettait de compenser un manque de trésorerie pendant une période donnée. Donc, des entreprises ont mobilisé le PGE, beaucoup plus les grosses entreprises que les petites, mais globalement, c'est un dispositif qui, dans son ensemble, sur le plan macroéconomique, a quelque part permis de soutenir l'économie. Il y avait d'autres dispositifs d'accompagnement financier à côté et je pense singulièrement à l'avance remboursable de la région qui est un dispositif qui permet d'accorder une aide financière jusqu'à 12,5% du chiffre d'affaires des entreprises. Alors, l'intérêt de ces dispositifs, c'est que la crise ne s'éternise pas, puisque c'est un prêt clairement de trésorerie et donc de passer le cap difficile, de pouvoir rembourser avec l'activité générée ultérieurement. Mais c'est vrai que je le disais à l'instant, quand on n'a pas de visibilité, lorsqu'il y a un doute sur les fêtes de fin d'année ou le carnaval, lorsqu'on sait que, par exemple, les fêtes d'année, c'est un temps où les entreprises artisanales de l'alimentation, des services, je pense aux boulangers, aux pâtissiers, font l'essentiel de leur chiffre d'affaires sur l'année. Si cette période est compromise, forcément, la crise sera plus... Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que l'État va voir que ça s'éternise et du coup qu'elle va changer les conditions? Il y a déjà eu des conditions de changer. Elles ont été annoncées. Le ministre de l'économie a déjà annoncé tout d'abord
une année de plus de report de démarrage du remboursement et un allongement de la durée de ces 5 ans, c'est ça, voilà, je crois. Exactement. Donc ça, c'est pas mal déjà. De ce côté-là, ça permet, on sait que malheureusement, c'est pour tenir compte du fait que ça va pas redémarrer suffisamment vite. Est-ce que c'est valable aussi pour nous en Guadeloupe, pour les gens qui ont fait le PGE? Oui, je n'ai pas connaissance que ce soit limité à ceux qui sont en zone de couvre-feu. De couvre-feu ou de confinement. De la même manière, ce qui a été annoncé aussi en début de mois, enfin tout récemment, c'est que l'État mettrait en place aussi des prêts directs, ce qui est une nouveauté, ce qu'il n'y en avait pas jusqu'ici. Oui. Prêts directs de 10 000 euros pour les entreprises de moins de 10, jusqu'à 50 000 euros pour les entreprises de jusqu'à 50 personnes, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, c'est pour les entreprises qui n'ont pas réussi à avoir accès aux différentes aides, il me semble. Oui, enfin, on n'en connaît pas encore. Pour l'instant, le texte n'est pas sorti sur les modalités d'application de ce nouveau texte, parce qu'effectivement, il y a déjà des dispositifs qui existaient, qui étaient sous condition de ne pas avoir pu mobiliser le PGE ou de ne pas pouvoir pu mobiliser les autres dispositifs, notamment des systèmes d'avance remboursable donc ça, c'est des outils qui existaient déjà. Et là, moi, ce que j'entends, c'est que ça va être un nouveau dispositif dont on n'a pas encore la teneur dans le détail, qui permettra de faire du prêt direct par l'État. Donc, alors l'État sûrement BPI, enfin je ne sais pas encore qui va être l'opérateur, mais en général c'est BPI, l'opérateur de l'État quand il s'agit d'aide directe aux entreprises. Mais parce que juste ici, on parlait bien effectivement de garantie principalement sur les différents dispositifs ou d'avance remboursable. Donc là, ça va venir compléter la palette d'accompagnement des entreprises. Et on verra s'il y a d'autres dispositifs qui sont précisés dans les mois qui viennent. Mais pour l'instant, ce sont les premières mesures qui ont été annoncées suite immédiate aux annonces de confinement. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, c'est bon? Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un petit détail? Il y a tellement de trucs à dire que si on commence sur un sujet, là c'est bientôt fini. Juste une chose sur l'activité partielle que j'ai pas dite, c'est important, c'est plus en termes de facilité et de bonne compréhension par les chefs d'entreprise ou les comptables, c'est que aujourd'hui on n'autorise plus qu'un mois de rétroactivité sur la demande. D'accord. C'est pas systématique d'ailleurs. Vous le dites. Voilà, c'est pas systématique. Normalement, la demande se fait avant. Oui. Avant un renouvellement, avant la date de renouvellement, avant la date de la nouvelle demande. Nous, on a le droit compte tenu des problèmes du confinement, surtout quand c'est issu d'une décision gouvernementale ou d'une décision du préfet en termes de restrictions. On a cette possibilité de regarder ça jusqu'à maximum un mois. Mais certaines entreprises ont été habituées, ou comptables ont été habitués à faire sur plusieurs mois de la rétroactivité. Ça, c'était uniquement pendant la période de confinement où on avait 12 000 entreprises qui nous avaient fait des demandes en même temps, donc on ne pouvait pas gérer. Dorénavant, même si avec 1600 entreprises, c'est un travail toujours très très conséquent pour nous, c'est un mois de rétroactivité et pas plus. De la même manière, uniquement là pour les entreprises qui sont touchées par une décision de fermeture ou de restriction, il est possible pour les entreprises qui font 50 salariés et plus de transmettre le PV du CSE qui est obligatoire dans les 2 mois. Alors que normalement ça se fait avant, c'est pareil. S'il n'y a pas avant, on doit refuser, c'est que les démarches de dialogue social avec les salariés n'ont pas été assurées. Donc là pareil, c'est quand on est sous le coup d'une interdiction ou d'une limitation d'activité pour des raisons, enfin par une autorité de l'État, on a cette possibilité de le faire qu'après. D'accord, alors j'ai une question qui me vient rapidement parce que c'est la dernière, on est arrivé sur le temps. Les charges qu'il faut payer là, le 5 et le 15 novembre, il me semble. Est-ce que nous, en Guadeloupe, les entrepreneurs doivent les payer ou pas? Ou est-ce qu'ils ont des reports, droit à un report sur ces charges-là, ça? Moi, j'ai reçu le document qui dit qu'on a le droit. Donc, on m'a même envoyé le document type que doit remplir l'entreprise. Donc, ça se passe comment? Ils doivent faire c'est en ligne? Comment ça se passe pour la demande? Tout à fait, exactement. Mais moi, ce que je les invite aussi, c'est à se rapprocher de la Chambre des métiers. Parce que c'est vrai que, vous l'évoquez à l'instant, nous faisons un certain nombre de visites d'entreprises. Et trop souvent, on rencontre encore des chefs d'entreprise qui ne savent pas vers qui se tourner. Il y a des dispositifs d'information. Il y a le guichet unique dont parlait Ludovic. Mais moi, j'invite tous ceux qui ont une question, tous ceux qui ne savent pas vers qui se tourner, tous ceux qui ne savent pas comment remplir tel ou tel formulaire ou de quelle aide bénéficier ou pas, à avoir le réflexe Chambre de métier,
à nous consulter soit sur notre Facebook, soit éventuellement au numéro de standard 05 90 80 86 73. Et un chargé de développement économique de la Chambre, un conseiller, les accompagnera dans le cadre des aides, de la mobilisation des aides, ou sur toute autre question liée à la vie de leur entreprise. Voilà, donc en ce moment, il y a des charges à payer. Donc, il y a eu celle il y a quelques jours et celle qui arrive bientôt. Donc, rapprochez-vous de la Chambre des métiers ou bien de la CCI en fonction de oui, du consulaire. Voilà, exactement. La chambre de la Chambre de l'agriculture, je pense. Tout à fait, exactement. Voilà. Exactement. Donc, vous rapprochez de votre chambre et comme ça, vous aurez les informations et faites-le rapidement puisqu'on est justement dans la période où il y a des charges à payer. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes venu aujourd'hui. Normalement, il y a eu un courrier qui a été fait à toutes les entreprises par la Sécurité sociale. Les libéraux, c'est automatique. En revanche, pour les autres, c'est une démarche volontariste. Très bien, très bien. Merci d'être venus, messieurs, pour nous faire un point sur cette situation. Merci à vous de nous avoir suivis. À lundi prochain, on va revenir en plateau un petit peu, ça va être un petit peu plus soft, on va revenir en plateau avec des entrepreneurs, puisque comme vous le savez, il y a des entrepreneurs qui reconstruisent encore, heureusement, et qui refont, qui rouvrent des sociétés. Donc, bon courage à tous en tout cas, et n'oubliez pas de sortir avec votre masque, toujours sorti couvert. Pareil pour les enfants. Maintenant, on a vu que même les enfants doivent être masqués pour aller en cours. Bonne semaine à tous en tout cas et merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine. Au revoir messieurs. Au revoir madame. Au revoir à tous. Au revoir Sabine.